Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un homme dont le métier suscite l'admiration chez de nombreux enfants, et pas que des enfants d'ailleurs. Son rôle empreint de courage et de dévouement implique engagement total et détermination inébranlable. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Bonjour Maxime Ivrard. Bonjour Geneviève. Alors je dis Maxime Ivrard, je dis colonel, je dis monsieur, qu'est-ce que je dis en fait ? Parce que ça dépend, si on est civil, si on n'est pas civil. Mais comment je dois t'appeler ? Alors nous, Maxime, ça me va bien. Super. Après, si on ne se connaissait pas, ce serait monsieur, puisque tu n'es pas censé connaître les grades. Ouais. Mes hommes et mes femmes m'appellent mon colonel. Le mon, pas le pronom possessif, mais monsieur, ça veut dire, c'est la compression de monsieur. Oui, c'est important de dire ça. Ça ne veut pas dire mine, comme disent les Anglais. C'est pas my colonel, c'est pas le colonel à moi. Non. Oui, c'est monsieur, c'est la contraction de monsieur le colonel. Ouais. C'est pour ça que les colonels féminins, on ne dit pas mon colonel. Non, ce serait ennuyeux. Mais on ne dit pas non plus ma colonel. On ne dit pas ma colonel. On dit colonel. On a enlevé la particule de devant. Et après, les gens qui sont civils appellent monsieur. Et les gens qui sont civils et qui connaissent les grades ne sont pas obligés d'appeler mon colonel, mais colonel. Voilà. D'accord. Donc il y a tout un tas de panels pour appeler un militaire. Après, dans la profession, effectivement, on est très à cheval dessus. Un militaire doit connaître les grades de son supérieur ou de l'ensemble des militaires, donc doit appliquer les bonnes procédures. Les grades, ils sont sur l'uniforme. De toute façon, si jamais je te connais pas, mais que je suis militaire, en voyant ton uniforme quand tu arrives, je peux savoir ce que tu es. Oui, alors avec la difficulté quand même en principauté, où on a des grades particuliers, puisqu'on n'a pas des barrettes. On a des couronnes, on a des étoiles, donc c'est un peu particulier. Par exemple, un capitaine à Monaco, c'est 3 étoiles. C'est l'équivalent d'un général ou d'un amiral en France. Donc quand les officiers subalternes se déplacent en France, il y en a qui déstabilisent un peu parce qu'on les prend pour des amiraux ou des généraux, quoi. Donc c'est pas du tout pareil, ça claque des coups de raquette dans tous les sens. Donc voilà. C'est toujours intéressant de savoir ça parce que on a peut-être cette perception un petit peu surannée, un petit peu désuète, de penser que tout ça est très très rigide, que ça enferme le monde militaire dans des codes qui sont un peu rigide, c'est le mot qui me vient à l'esprit parce que on se dit quel est l'intérêt en fait de pouvoir distinguer les grades comme ça quand tu vois arriver ? C'est pour que le commandement soit efficace ? C'est quoi le... Alors, c'est un peu historique, c'est le système pyramidal avec une hiérarchie bien déterminée, bien affichée, et ça fait partie de notre culture, mais c'est pas du tout de la rigidité en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est même moins rigide aujourd'hui que des organisations privées ou des entreprises, et on est peut-être plus dans la discussion, l'ouverture, la bienveillance, que dans des organisations privées ou même publiques, quoi. Parce qu'on a cette idée que quand on est militaire, on obéit, mais alors on n'obéit pas sans parler, c'est ça que tu me dis. Exactement. On peut très bien obéir tout en donnant son avis. Voilà. Enfin, en tout cas, quand on est interrogé, au moins. Exactement. Je trouve que c'est la force du statut militaire, c'est qu'il y a une part qui est ouverte à la discussion. Ouais. Au quotidien, on discute, on partage, on échange. Et puis, il y a un moment où tout s'arrête. C'est la décision. C'est la décision où c'est l'opération qui prend le dessus. Et là, il n'y a plus part à la discussion, parce qu'on doit être efficace, on doit être coordonné, on doit être rigoureux. Et là, il y a un chef, des subalternes, chacun reprend son positionnement et ça ne discute pas, on exécute des ordres. Mais ça, c'est au quotidien où on répète des gammes, on répète des manœuvres. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'opération, tant qu'il n'y a pas de péril, tant qu'il n'y a pas de risque, voilà, on discute, on est ouvert, on partage. Un subordonné peut dire qu'il n'est pas d'accord avec un supérieur en argumentant sa vision. Mais le côté fort du militaire, c'est que le jour où on est en opération, tout s'arrête et tout reprend un chemin où les ordres sont exécutés à la lettre. Et après, quand l'opération est terminée, on passe dans une phase de débriefing, de retour d'expérience. Et là, de nouveau, la discussion est ouverte. Et de dire, à tel moment,
on m'a imposé, on m'a donné tel ordre, mais je l'ai exécuté parce que c'était l'opération, mais peut-être que c'était pas le meilleur, et on débriefe et puis on progresse comme ça. Aujourd'hui, je pense que les armées sont bienveillantes avec leur personnel, parce que c'est un esprit de corps vraiment. C'est une équipe, et quand on est dans des situations délicates, il faut que tout le monde se fasse confiance. Donc c'est là où c'est important d'animer cet esprit de corps, de camaraderie, pour que quand ça chauffe, on soit solidaire, quoi. Je sais qu'avec les sapeurs-pompiers, ça peut chauffer. Ça peut se chauffer avec les sapeurs-pompiers, mais d'une façon générale avec les militaires, quand on voit les reportages des militaires de l'armée de terre qui sont engagés sur les théâtres d'opération, il y a parfois des situations intenses. Et là, faut pas qu'il y en ait un qui décide d'abandonner le groupe parce qu'il a peur, parce qu'il n'est pas d'accord avec l'ordre, parce que voilà. Il y a une sorte... en faisant ton introduction, je parlais d'engagement total. C'est ça, ce dont tu parles. C'est cet engagement total, il est là. Il est dans la capacité à faire d'abord avant de discuter quand c'est nécessaire, c'est ça ? Ouais, et c'est un engagement... dans notre devise, il y a courage, dévouement, sacrifice. C'est-à-dire que c'est l'engagement jusqu'au sacrifice ultime qui est la mort, quoi. Et Dieu sait que la compagnie a été endeuillée il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. Pour la première fois de l'histoire. Voilà. Et c'est là la force. On perd souvent peut-être cette notion de la mort, mais on est confronté au quotidien au risque, on le maîtrise, on est équipé, on est formé pour, mais parfois ça arrive, quoi. Et c'est vraiment l'engagement, je dirais, total. Alors, c'est pas jusqu'à la mort, ça peut arriver, mais c'est surtout l'engagement total, même par rapport à sa famille. C'est-à-dire qu'un militaire, il est corvéable à merci, il a des jours de repos, mais qui peuvent sauter facilement. Il n'y a que quand il est en congé où il peut faire ce qu'il veut. Il va où il veut. Quand il est de repos, à Monaco, il est obligé d'être à moins de 1h30, c'est-à-dire à partir du moment où je le rappelle, il doit être dans la caserne en moins d'1h30. Donc ça fait qu'on va pas très loin quand même. Ça ressemble un peu à des astreintes quand même. C'était fortes astreintes, repos astreinte. Repos astreinte. Donc il faut être motivé, il faut être engagé, il faut être désintéressé, il faut être vraiment motivé par le sujet, par le métier, quoi. Bon, alors, j'imagine que la question on te l'a posée des milliards de fois, mais c'est une vocation. Oui, c'est une vocation. Parce que si c'est pas une vocation, c'est des métiers passion, sinon on le fait pas. Bon, on le fait pas très longtemps, parce que ça craque. À un moment, on en a marre de subir ces contraintes. Parce qu'on vit, j'allais dire, on mange compagnie, on dort compagnie, on vit compagnie en fait. Ah oui, tout le temps, toutes les familles. Toutes les familles. Ouais, ça peut être dur, parce que le militaire, à la rigueur, il l'a choisi. Mais sa famille. Qui sait qu'il est rentré là-dedans, ça lui plaît, il a ses copains, ses camarades, il fait du sport avec eux, il travaille toute la journée avec eux. Mais les familles, elles arrivent là-dedans, elles sont peut-être pas la même vision, quoi. Et pourtant, il faut que tout fonctionne, quoi. Parce qu'il n'a pas le choix. Et puis la compagne ou le compagnon, il n'a pas le choix non plus, il doit vivre à la caserne. C'est pas une option, c'est obligatoire. Ah oui, la vie en caserne est obligatoire. Ah oui. Avec, on a aussi cette image qui est peut-être un peu surannée, du gars qu'on peut aller chercher chez lui si on a besoin, ou de la sirène qui réveille tout le monde. Ah oui, alors après, aujourd'hui... Ça marche toujours comme ça ou pas ? Non, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui font qu'on arrive à être sélectif dans l'appel des personnels, mais quand on a un coup dur, on rappelle tout le monde. Et là, tout le monde vient, parce qu'ils ont tous envie de participer au coup dur. D'accord. Il est inimaginable qu'il y a un gros feu... tel que celui qu'on a vécu, qui s'est mal terminé le 21 Princesse Grace. 21 Princesse Grace. En fait, tout le monde a voulu participer à ce feu. Parce que c'était un gros feu, parce que c'était compliqué. C'était un dimanche après-midi, c'était un dimanche de juin, je crois, si je me souviens bien. Le 19 juin. Ah ouais, c'est ça. Date d'anniversaire de création du corps, quand même. 19 juin, fête des pères. Il y avait tout un tas de symboles ce jour-là qui n'étaient pas terribles. Pas terrible. Ouais. Et tout le monde voulait venir, tout le monde voulait s'engager sur ce feu. Les gens étaient de vacances, ils sont rentrés. Enfin, c'est là où on touche du doigt l'esprit de corps. Parce qu'au quotidien, à la rigueur, chacun est un petit peu individualiste, ils font leur job et tout, mais dès qu'il y a un coup dur, hop, on resserre les liens et ça fait plaisir à voir quand même que ça marche encore. Parce qu'on est dans une société quand même qui est plutôt individualiste. Et là, on voit peut-être que nous, on est un petit peu différents. Oui, c'est vrai. Est-ce que pour le chef de corps, parce que c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est singulier comme expression, être chef de corps. Et est-ce que pour le chef de corps que tu es,
Ça a été une étape, alors j'allais pas dire rassurante parce que malheureusement c'est une étape qui a été extrêmement douloureuse, mais est-ce que ce moment-là ça a été un moment fort aussi? Ça a été un moment très fort. Moi je l'ai vécu une fois dans ma vie antérieure au bataillon, de perdre quelqu'un. Alors j'étais pas en fonction de chef. On dit quoi? On dit mort au feu? Ouais, mort au feu. Mort au feu. Lui il est mort au feu. Ouais. Donc j'avais déjà vu mon chef procéder pendant ces phases-là qui sont compliquées, et j'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup servi là. Et après, au moment où on perd le sergent-chef Thierry Perrard, là, donc au mois de juin 2022, on avait déjà perdu 3 pompiers dans les 6 mois précédents, pas au feu. Il y en a un qui était mort de maladie, David Eyerman. Et après, il y avait les 2 accidentés en moto. Ouais. Donc déjà là, on avait déjà été très affaiblis au niveau du corps. Et quand on a eu le 3e qui est mort, là, avant Thierry Perrard, j'avais rassemblé tout le monde et j'avais dit il faut qu'on soit très vigilant parce que le prochain, ça sera un mort au feu. Et là, ce sera différent, ce sera encore plus compliqué. Donc, il faut vraiment être très attentif, très pro dans ce qu'on fait, parce que le jour, j'espère pas le vivre, je l'ai vécu 6 mois après. Donc, on avait déjà un peu éprouvé le corps sur perdre des camarades d'une façon violente. Ouais. Parce que David Eyerman, c'était pas trop violent parce que c'était une maladie de longue durée, donc, mais ça touche quand même parce qu'il est jeune, il vit avec nous et puis on le voit partir. Les 2 motards, c'est d'une violence c'est du jour au lendemain, oui. C'est d'un instant à l'autre. Ouais. Moi j'étais au centre opérationnel, ils étaient 4 motards. Quand il y en a un qui peut se relever, qui appelle les pompiers du coin pour appeler, et après qui nous rencontre tout de suite. Il vous appelle vous? Ouais, il appelle les pompiers il appelle les pompiers de la zone, ouais. Et après il nous rencontre tout de suite. Et moi je suis au centre opérationnel à ce moment-là. Et je vois que tout le monde s'effondre, quoi. Ouais. Donc l'objectif là, c'est déjà de relancer, parce qu'on doit continuer à faire la mission, de répondre au téléphone, d'engager les secours. Et sur le parce feu, que entre guillemets, la vie continue. La vie continue. Et puis les gens, ils ont besoin de nous, ils ne savent pas ce qui se passe chez nous. Donc il faut que nous, on reste pro. Et sur le feu du 21 Pré-Cesgrasse, c'est la même situation, sauf que c'est encore pire, parce que là, on est en opération. Ouais. Ils perdent un copain sur l'opération, et le feu, on n'arrive pas à l'éteindre, c'est compliqué, et parce que Thierry Perrard, il part dans la première heure, et on lutte 6 heures, 7 heures sur ce feu. Donc il y a encore 5-6 heures où... Il y a 5 heures derrière. Voilà, il faut remotiver tout le monde, il faut que tout le monde remette tout le monde en sécurité. Enfin, c'est pas simple. Et sur cet événement-là, moi j'avais une chose en tête, donc j'étais commandant de l'opération de secours, c'était de passer le relais du commandement de l'opération de secours pour aller informer le décès à son épouse. Ouais. Et ça, je voulais aller vite, parce que je voulais pas qu'elle l'apprenne par des réseaux sociaux, des bruits de couloir. Donc parce que dans une caserne, ça va vite aussi. Ça va vite, parce qu'on sait qu'il s'est passé un événement grave. Je voulais pas. Et ça, c'était vraiment le retour d'expérience que j'avais eu quand j'étais à Marseille, où mon patron, quand on a perdu un copain en intervention, il m'a dit, tu vois, là maintenant, on va partir. Et en plus, sa femme habitait loin. On prend la voiture, et c'est nous qui allons annoncer. C'est des moments chauds. En plus, moi j'étais jeune, c'était au début de ma carrière, mais ça je l'avais toujours en tête. Et là, sur le feu là, j'ai dit, il faut vite que je puisse passer le commandement pour partir, aller annoncer à la famille. Bon, après quand je suis arrivé à l'appartement, dans la caserne, elle m'a vu arriver, elle a compris tout de suite. J'ai même pas eu besoin de dire un mot, elle s'est effondrée. Elle a compris. Ah bah oui, tout de suite. Bon, après j'étais avec le conseiller, quand elle voit arriver le padré, le conseiller... Disons qu'il n'y avait aucune autre raison qui aurait pu t'amener devant sa porte à ce moment-là, quoi. Exactement. Donc elle le sait tout de suite. Ils étaient à table, ça sonne, son mari part pour feu. Après, 1 heure après, 2 heures après, j'arrive, c'est pas bon signe, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Voilà. Alors tu mentionnais Marseille, où tu as beaucoup appris, tu disais. Alors Marseille, c'est quoi? C'est les marins-pompiers? Oui. Donc si je comprends bien, Maxime Ivrard, depuis toujours, il veut être pompier. Ouais, depuis longtemps. Depuis toujours. Depuis longtemps? Pas tout à fait. D'aussi loin que tu te souviennes ou pas? Non, moi je voulais être prof de sport au début. Ah. Ouais. Ouais, bon. Jusqu'à 16 ans. C'est quoi qui t'a fait changer d'avis? Le passage de la 3e à la 2e. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi ça? Parce qu'au collège, il y avait une culture du sport qui était fabuleuse. Ah ouais. Et en tout le monde avait envie de faire du sport. Et je sais pas pourquoi, au lycée, il y a une espèce de rupture où le sport, c'est plus quelque chose qui plaît. C'est plus très branché, non? Ouais, et les profs de sport, ils ont du mal à faire du sport.
Moi, je m'en foutais que les autres, ils voulaient pas faire du sport. Mais en fait, c'était l'animation du sport qui était compliquée. Alors qu'au collège, tout le monde avait envie de faire du sport. Les profs de sport s'éclataient et c'était top. Et là, j'ai dit non, ça va être compliqué pour moi. En plus, je connaissais déjà mon caractère, donc ça allait être un combat de tous les jours. J'ai dit, je vais perdre en fait à ce combat-là. Ils vont m'user, et je vais perdre, et je ne gagnerai jamais. Donc, mon papa étant pompier. Tu es fils de pompier. Voilà, je suis fils de pompier. Et fils de pompier militaire ou fils de pompier volontaire ? Volontaire civil. Volontaire civil. Voilà. Et mon papa, il m'a dit, rentre chez les pompiers, mais toi, va chez les militaires. Et oui. Il m'a dit, ça ne marchera pas chez les civils, t'as un caractère qui est trop dur. Mais d'où il te vient ce caractère d'ailleurs ? Je sais pas. Ton éducation, tes parents, ta famille, il y a quelqu'un dans la famille qui a ce caractère Ma mère. Ah, tu vois. Parce que moi, je dis toujours, j'ai une expression que j'adore, c'est la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Donc, il y a toujours quelque chose comme ça. On ne peut pas avoir un caractère aussi fort, aussi leader, si on n'a pas quelqu'un autour d'assez proche. Non, ma mère, c'est le feu. C'est le feu ? Ouais. Ah. C'est elle qui commandait la maison, alors ? Ah ouais, c'était terrible. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. En fait, c'est pas drôle. Parce que la réaction. Une pression permanente. Ah ouais ? Même encore maintenant ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Ma femme, elle l'appelle la reine-mère. C'est pour ça qu'après, mère et belle-fille, parfois, ça peut être tendu. Ça peut être tendu aussi, oui. Surtout quand on est un militaire et qu'on n'est pas toujours là. Ouais. Parce que bon, on parle de Marseille, mais ça n'a pas été ta seule affectation. T'as fait autre chose que les marins-pompiers de Marseille aussi. Hein. Ouais. Et notamment, tu as été en mission, puisque tu étais à bord du Charles de Gaulle. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais à bord du Charles de Gaulle ? Alors, j'étais chef du service sécurité du porte-avions. Ça a été C'est un poste militaire. Ah ouais. Ah ouais, complètement. Alors là, il n'y a que des militaires sur le Charles de Gaulle. Que des militaires. Même le cuistot, il est militaire ? Ouais, tout le monde. D'accord. Le cuistot, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Mais... Oui, il y a du monde. 2000 à bord. Donc, il y a plusieurs cuisines, il y a plusieurs cuistots. C'est une petite ville, quand même. Ouais, c'est une ville. C'est une ville, mais ça me fait vraiment penser à Monaco, le porte-avions. En fait, c'est un tout petit territoire sur lequel il y a beaucoup de population, donc une très forte densité humaine. Et puis, il y en a plus qu'on ne voit pas donc, dans les fonds. Donc là, tout ce qui est souterrain qu'on ne voit pas à Monaco, c'est énorme, que ce qu'on voit au-dessus de l'eau. Et vous avez un aéroport, vous avez une station de carburant, vous avez un dépôt de munitions, vous avez 2 centrales nucléaires, vous avez un hôpital, un cinéma, un hôtel, des restaurants. Enfin, vraiment... Il faut des gens pour faire fonctionner tout ça. Ah ouais, et puis tout sur une toute petite surface. Donc tous les risques sont très proches. Et comme j'avais dit au prince quand il m'a reçu, je dis Monaco, ça me plaît parce que c'est comme le porte-avions, c'est-à-dire que normalement, il n'y a rien qui devrait marcher, tout devrait péter parce que tout est incompatible. Sauf qu'il y a de telles procédures, une telle rigueur qu'en fait, tout fonctionne. Tout fonctionne. C'est fluide. Alors bon, il faut essayer un petit peu de... C'est ça qui t'a étonné quand tu arrives à bord au départ ? C'est cette fluidité ou cette complication ? Non, c'est même de la complexité. C'est un outil technologique merveilleux, avec une puissance de feu énorme. Ça l'est toujours ou pas ? Oui. Oui, les Américains nous envient notre porte-avions parce qu'il est tout petit. C'est vrai ? Il est 2 fois plus petit que le leur. Il est très agile, oui. Alors, Charles de Gaulle a la réputation d'être extrêmement agile, ce qui n'est pas toujours le cas des porte-avions, malheureusement. Oui, tout à fait. Et d'être maniable. En tout cas, très mobile. Voilà, très mobile. Et c'était alors c'était à ma demande de quitter les marins-pompiers de Marseille pour aller découvrir la marine. Donc c'est après Marseille. Alors en fait, dans une carrière de militaire, on fait des affectations successives. Moi j'ai fait beaucoup d'affectations à Marseille, et après j'ai demandé de quitter Marseille pour aller découvrir, mais justement c'est ce nouveau métier, parce que c'est un nouveau métier quand même. C'est autre chose, hein. Voilà. Parce que tu n'étais pas pompier sur Charles de Gaulle. Ah si, j'étais pompier. Ouais, j'étais chef de la brigade sécurité, donc il y a 120 pompiers quand même sur le porte-avions. 120 ? Ouais. Bon, remarque, tu me diras, à la taille du bâtiment, ça semble pas totalement incongru non plus. Hein. Ouais, puis il faut une permanence. Il faut une permanence, il faut des roulements, il faut, bien sûr. Donc, tout le monde est logé, enfin, il y a les quartiers des pompiers, il y a le quartier des pilotes. Non, c'est par grade. Alors les pilotes, oui, eux, ils ont leur quartier parce qu'ils sont tous officiers, donc c'est par grade. Et là, les pilotes sont au même endroit. Mais après, tous les autres, c'est toutes spécialités confondues. C'est vraiment des logements par grade, quoi. Et la petite anecdote, c'est en fonction de son grade sur le porte-avions, vous avez accès à soit un dortoir, soit une chambre, et surtout à une largeur de matelas. C'est bon ça. Ah ouais, un matelot il dort sur 60 cm. D'accord. Et un gradé sur 90 ? 80. 80, pardon. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, on peut pas trop. Et moi j'étais officier supérieur, donc j'avais une chambre sol. Ouais.
Et après, Donc tu avais un 80. Donc j'avais un 80 dans une chambre seule. D'accord. Et un officier subalterne, ils ont un 80 mais dans une chambre à deux. Donc ils sont superposés. D'accord. Il y a plein de règles comme ça qui sont marrantes. Ouais, enfin, marrant. Je ne sais pas si, pour ceux qui nous écoutent, parce que là, on a parlé de la vie en caserne, donc d'une certaine promiscuité, d'une certaine communauté, hein, où tout se sait rapidement. Tu me dis, je voulais aller voir l'épouse du pompier tomber parce que je voulais pas que ça se propage à travers la caserne, donc ça va très vite. J'imagine que sur un porte-avions, avec cette proximité, là, c'est plus que de la promiscuité, c'est de la proximité quasi constante. J'imagine que là, alors, comment on tient, parce que donc, si je comprends bien, tu étais à la tête de 120 pompiers. Comment on tient la discipline? La discipline, encore. La discipline, c'est un mot péjoratif, mais l'ambiance. L'ambiance. Ouais. Alors, voilà. Ça peut être compliqué, surtout quand on part en opération longtemps. Donc vous aviez des missions. On avait des missions. Donc vous n'êtes pas resté à quai, quoi. Hein. Tu es sur le Charles de Gaulle qui navigue. Quoi. Oui, on part. Ouais. Quand on part pour des missions d'entraînement, on part à peu près entre 60 et 80 jours. Ouais. Et après, quand ils partent en mission de guerre, on peut travailler 6 mois, 8 mois, 9 mois. La Libye, je crois que c'était 9 mois. Où là, 9 mois sans aller à terre? Ah oui. Alors, on fait 9 mois sans voir ta famille. Des fois, ouais, sans voir la famille, parce qu'aller à terre, on fait des escales parfois. Donc on est obligé de faire des escales pour faire certains ravitaillements, parce que sinon les ravitaillements se font à la mer, mais on fait des escales aussi pour maintenir la condition du personnel, c'est-à-dire de pouvoir un peu respirer. Et sortir. Tous les 15 jours, 20 jours, il y a ce qu'on appelle des no-fly days, c'est-à-dire que sur le porte-avions, les avions ne volent pas. Parce que le porte-avions, en fait, il est là que pour faire voler des avions. Ouais. Je dirais, il doit y avoir donc, une cinquantaine de pilotes. T'as des rafales qui décollent. Tous les jours, des rafales, des hélicos, il y a tout qui décolle. Des Hawkeye, enfin, tout ce tous les jours. Ouais. Et le porte-avions, c'est sa raison d'être. Il y a un bruit de dingue. Ah bah ouais. Entre les catapultes, c'est un bruit énorme, hein, une catapulte qui part, un avion qui se pose. Donc oui, ça fait du bruit. Et tous les 15 jours, 20 jours, enfin ça dépend des missions, il y a un no-fly day, c'est-à-dire que c'est repos pilote, c'est-à-dire que les pilotes, eux, ils ont un jour sans vol. Ah ouais. Voilà. C'est leur jour de congé à eux. C'est leur jour de congé, donc là, généralement, il y a des fêtes qui sont organisées. Et oui, no-fly day, ça veut dire que le soir, il est autorisé de faire... La veille au soir. Voilà, la veille au soir, tout de suite après la journée de vol, hop, c'est un peu des fêtes, boîte de nuit, machin. Le lendemain, c'est généralement des grands barbecues sur le pendant de vol, pour décompresser, pour pouvoir maintenir les gens à un moment de dire, c'est bon, là, on se pose, quoi. Parce que c'est alors au-delà du bruit, etc. Faire décoller un avion d'un porte-avions ou le faire atterrir, déjà c'est de la pression. J'imagine que c'est un exercice assez compliqué. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça veut dire que tout le monde est soumis à une pression maximale tout le temps. Et est-ce que sur les porte-avions, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais tout à l'heure tu l'as mentionné, tu as dit mes hommes et mes femmes. Donc est-ce qu'il y a des femmes sur le porte-avions? Oui. Tous les bâtiments de la Marine nationale maintenant sont féminisés, y compris. Donc mixtes. Ouais, y compris les sous-marins. Les derniers qui n'étaient pas... Moi, ils n'étaient pas encore féminisés quand j'y étais. Là, la dernière gamme des sous-marins qui s'appelle les Barracuda sont féminisés. Donc, il n'y a plus aucun bateau où il n'y a pas de femmes à bord. Où il n'y a pas de femmes. Parce que j'imagine... Et ce qui est marrant, pour la petite anecdote, c'est que quand je suis arrivé à Monaco, et un jour, je vois arriver dans la caserne une fille, et elle me dit... alors, j'étais commandant encore. Ah, mon commandant, vous allez bien? Moi, je ne l'ai pas reconnu du tout. Et en fait, c'était une sous-officier que j'avais eue sur le porte-avions, qui avait quitté la marine et qui se mariait avec un pompier de chez moi. Ouais. Ah, c'est drôle comme coïncidence. Ouais, une sous-officier que j'avais même punie, je me rappelle, parce que généralement, avec tout ce monde, je connaissais pas tout le monde, mais elle, comme je l'avais punie, je me rappelle bien. Ouais. Et tu l'as pas reconnue? Et non, je l'ai pas reconnue parce qu'elle avait complètement changé. Bah oui, si on n'est plus militaire, déjà une femme, elle n'a plus la même allure. Elle avait fondu, elle avait changé de couleur de cheveux, enfin tout ce qu'une femme peut faire. Bien sûr. Voilà. Quand elle revient à la vie civile. Exactement. Parce que être une femme et militaire, alors je sais, tu vas me dire, c'est pas moi un homme qui devrait répondre à cette question, mais j'imagine que être femme et militaire, et qui plus est en opération sur un bâtiment qui reste longtemps en mission, ça ajoute les difficultés peut-être, non? Pas vraiment? Non, je crois pas. Non, moi j'ai vécu la féminisation des armées à Marseille quand j'étais au bataillon, fin des années 90. Maintenant c'est rentré dans les mœurs et puis les filles elles ont leur place. Et, ça pose vraiment, pour moi ça pose pas de soucis. C'est pas d'enjeu pour toi? Non. C'est d'ailleurs pour ça que tu féminises la compagnie des pompiers? Oui. Enfin,
pour ça, en tous les cas. T'as vu, j'ai eu un lapsus révélateur, je parlais de carabiniers. Je me dis, les carabiniers ne sont pas encore féminisés. C'est pour ça que j'ai un lapsus révélateur. Non, les pompiers, moi je suis absolument pas opposé, au contraire, ils apportent leurs idées, leur façon de voir les choses. Ça permet un peu d'ouvrir l'esprit à ce côté un peu trop masculin et trop plein de testostérone, ça permet de poser les choses. Et puis c'est un chouïa archaïque quand même. Quand c'est interdit aux autres, tu vois, cette espèce de... c'était une interdiction qui n'était pas si forte que ça. On n'a pas beaucoup, par contre, de candidates. Bah non, c'est un métier difficile quand même. C'est compliqué. Physiquement, c'est dur. On va pas se cacher quand même. Pour l'ancien élève prof de sport, devenir pompier physiquement, c'est pas facile. Oui, surtout qu'il faut maintenir. Nous, à Monaco, on est hyper exigeant avec ça. C'est-à-dire que maintenir la condition. Ah ouais, c'est terrible. Nous, tous les 5 ans, ils sont obligés de repasser vraiment. Et vous faites les tractions ? Oui, tout. Ouais. Parce que moi j'ai l'image de pompier donc des tractions pour passer à l'étage au-dessus. La planche à rétablissement. La planche à rétablissement, qui est un truc, parce que moi je fais un peu de sport et j'y arrive pas. Hein. Je n'y arrive pas. C'est interdit pour les femmes en fait. C'est interdit pour les femmes. À cause de la poitrine, le corps médical. Ah oui, ça fait mal, Ouais, enfin moi, ma militaire, elle passe la planche. Elle le fait ? Ouais. Puis elle veut le faire. Elle veut le faire. Donc c'est bien. C'est un métier qui est physiquement, c'est un métier exigeant. Ouais, exigeant. À Monaco, on met la barre très haut. Et du coup, j'ai des jeunes ou des moins jeunes qui ont un très bon niveau sportif. Alors, tu disais le plus difficile, c'est de le maintenir. Ça veut dire que sur le cours du temps. Quand on a 50 ans, on a moins envie de faire du sport quand on a 20, quoi. Et par contre, il faut y aller quand même. Parce que quand on est dans le camion, qu'on est 50 ou 20, je dirais, la victime, elle s'en fout. Elle s'en fout, la qualité de service. Donc, c'est clair. Donc moi, je mets un point d'honneur à ce que mes gars, ils sont en conditions physiques, en très bonnes conditions physiques. Je m'impose un peu ça aussi, comme ça fait voir que alors que je ne monte pas de temps les camions tous les jours. Quand tu n'as pas été faire du ski, voilà. Ouais, bon, c'est pas grave, ça c'est les accidents de la vie. Mais oui. C'est quoi le. Alors, on parlait de la planche là, parce que tout le monde, on a tous l'image de la planche. Mais j'imagine que grimper à une échelle, enfin, il y a d'autres aptitudes physiques qui sont. Alors, évidemment, il faut courir, il faut avoir de l'endurance, tout ce que tu veux, mais de la force, machin. Et puis après, il y a aussi l'équilibre, ça se commande pas, le vertige, ça se commande pas. Comment on fait ? Tu le détectes, c'est ça, quand les gars ou les filles passent des tests, tu le vois ? Ouais. Bah, il fait monter à l'échelle. Ah, vous les faites monter ? Bah oui. Mais puis là, c'est rapide. Et puis il y a parce que c'est difficile à contrôler. Hein. Quand on a peur, on a peur. On a peur. Ouais. Là, c'est hyper difficile à passer au travers des mailles du filet. Et il y a 2 épreuves. Il y a l'échelle, et puis après, il y a la poutre. C'est-à-dire qu'on a une poutre qui a 3 mètres de haut. Et marcher dessus. 3 mètres, c'est haut, hein, quand même. Hein. Marcher dessus, si on a le vertige, on n'y va pas, quoi. Non, on n'y va pas. Non. 3 mètres, c'est haut, déjà. Enfin, donc, c'est haut. Non, mais ça fait. Si on a le vertige, on l'a, quoi. Voilà. Et c'est compliqué à vaincre le vertige pour dire je vais réussir l'épreuve, quoi. Et parce que le vertige, c'est une des phobies qu'on a le plus de mal à contrôler, il paraît. Ah oui. Parce que c'est au-delà de la perception, en fait. Oui, c'est un réflexe mécanique aussi. Hein, quand on est sur une échelle à 30 mètres de haut, ça fait bizarre, hein, parce que l'échelle, déjà, il faut avoir confiance en la technique, de dire faut pas que ça plie, quoi, parce que ça bouge en haut. Hein. C'est assez flexible, hein, comme. Ça bouge ? Oui. C'est pas rigide, donc dès qu'il y a du vent, dès qu'il y a de l'air, c'est assez souple. Hein. Ah ouais. Donc on est sur un ballon. Jamais monté, toi ? Ah bah non, je n'ai jamais monté. Peut-être que j'essaye ça. Régulariser la situation. On va voir si j'arrive à monter à 30 si mètres. Si tu as le vertige ou pas. Ouais. Après, il y a 2 choses. Tu montes par les échelles, par l'échelle, ou tu montes dans le panier, c'est-à-dire que c'est l'échelle qui te monte. Ouais. Mais quand tu es en haut, si tu as le vertige, tu l'as. Même quand tu es dans le panier ? Ah ouais. Ah d'accord. Ouais. Tu as l'impression d'être dans le vide, en fait. Parce que tu es dans une toute petite zone, nacelle. Ouais. Et en bas, 30 mètres, ça fait haut. Hein. Ouais, j'imagine. Donc il y a quand même des choses rédhibitoires. Alors il peut y avoir des vocations déçues, il peut y avoir des lassitudes, comme tu disais, il faut... Mais comment on... Alors j'allais te poser une question où j'allais te dire comment on garde la motivation. Alors, quand on a la vocation, on n'a pas besoin de la garder. Mais est-ce qu'il y a des moments dans la carrière d'un pompier où on a des petites baisses de morale, des baisses de forme ? Ouais, je pense. Notamment sur l'avancement, des gens qui ont envie d'avancer et qui n'y arrivent pas. Oui, parce que le problème militaire, enfin, la vie militaire a beaucoup d'avantages, et puis il y a des inconvénients. Et ça en est un. Ouais.
C'est difficile. Quand la personne elle veut progresser, monter en grade et qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas les compétences, parce qu'elle ne travaille pas assez, parce que là on voit qu'il y a des petits coups au moral. Après, c'est à nous de communiquer, de préparer les gens aussi, de leur dire les choses. C'est parfois compliqué, c'est plus facile de dire tout va bien qu'à quelqu'un de lui dire là tu as atteint ta limite de compétence et tu ne pourras pas aller plus loin. Donc après il y a deux solutions, soit on t'accompagne vers une reconversion, vers la sortie, soit tu restes chez nous. Ça c'est dur ça. Non, peut-être pas. Faut en discuter, il faut leur dire, soit tu es capable de rester jusqu'à la fin de ta carrière comme exécutant, ou en tous les cas au niveau de grade et niveau de compétences qu'on t'a fixé, soit tu te dis ok, je vais profiter de cette première expérience pour rebondir et me reconvertir pour aller faire autre chose. Voilà. Et ça c'est important dans les armées d'accompagner les gens, parce que c'est pareil, moi je préfère avoir dans les camions des gens qui ont notamment ceux qui vont partir au feu, ceux qui doivent être vraiment en pleine santé, en pleine forme, qui c'est entre 25 et 35 ou 40, qu'ils en aient 50. Parce que 50 c'est plus compliqué, tu te lèves la nuit à 2h du matin, il faut que tu partes, ou même dans l'ambulance, c'est fatigant quoi. Et c'est éprouvant. C'est éprouvant. Et je comprends qu'à un moment le gars il peut en avoir marre. Donc c'est pour ça que ces gens-là qui ne peuvent pas évoluer dans les grades qui leur permettent d'avoir accès à d'autres postes plus calmes physiquement, je pense qu'il faut les accompagner vers une reconversion quoi. Et d'ailleurs, j'allais te poser la question, puisque tu me parlais de reconversion, de carrière, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire, quel cursus universitaire ou quel diplôme on doit obtenir pour être pompier ? Alors, pour être pompier, à la base, il faut avoir un CAP. Le niveau minimum pour présenter le concours de pompier en France, c'est un CAP. Il faut savoir se débrouiller avec un peu de près tout, quoi. En fait, le pompier, c'est un peu le bon bricoleur, celui qui est un peu intelligent, qui a le système D, voilà. Débrouillard, quoi. Voilà. Et on a du mal à en trouver maintenant. Ils sont tous bac plus 3, 4, 5 de profs de sport ou d'ingénieurs d'informatique, mais des vrais manuels, alors que c'est un métier manuel, le pompier. Quand il arrive face à une situation, il faut qu'il trouve des solutions. En tout cas, il faut un métier. Ça ne se gère pas derrière son ordinateur. Quoi. C'est un métier opérationnel, ça c'est sûr. Et donc le CAP, et puis après, donc, il y a plusieurs voies d'entrée. Il y a soit on veut rentrer à la base et on a un CAP minimum et on passe un concours, dans les armées ou dans le civil, en sachant qu'en principauté, nous, on ne recrute que d'anciens militaires français, puisque dans le statut, il faut avoir servi sous les drapeaux français. Soit on rentre directement officier. Et là, il faut faire un bac plus 5. Moi, c'est la filière que j'ai choisie. D'ailleurs, je suis rentré sapeur-pompier de base, mais en tant que volontaire. J'ai fait mes études, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, j'ai passé mes concours et je suis rentré directement officier. Voilà. D'accord. Donc, et tu n'as pas fait que ingénieur, hein ? Oui, et après, je suis retourné faire un petit master. J'avais envie de changer un petit peu d'environnement pour peut-être envisager une reconversion. J'avais peut-être imaginé à un moment quitter les pompiers. Donc je suis allé faire une formation en management des grands projets. Management des grands projets, ce sont ces gens qui organisent, qui rythment et qui outillent, j'allais dire, qui mettent en œuvre les projets. C'est ça. Et les grands projets. Moi, j'ai eu vraiment la chance, parce que c'est la marine qui m'a payé cette formation à HEC, d'avoir, entre autres, l'organisateur des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de foot, puisque c'est la même société, qui nous expliquait comment ils géraient ces grands projets. Parce que plus grand projet que ça, il ne doit pas y avoir. Au niveau mondial. Voilà, le jour où, c'est un peu comme nos Grands Prix de Formule 1, quand la télé a décidé de diffuser à 15h le dimanche, c'est pas à 15h30 quoi. Ça doit démarrer à 15h. Les jeux c'est pareil, et donc il y a une tension derrière, et moi j'ai adoré cette formation, j'ai adoré les gens qui nous ont appris, et ça m'a apporté beaucoup puisque j'ai fait ma thèse sur comment utiliser des outils de gestion de grands projets comme ça dans la gestion des grandes opérations de secours. J'ai transposé en fait les projets. Une passerelle, Voilà, j'ai dit tiens, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, alors que ce soit des projets événementiels ou du projet industriel. Je m'étais beaucoup intéressé aussi au modèle de construction automobile, puisque je suis passionné d'automobile. Puisque aujourd'hui, quand on regarde une voiture, celui qui a créé un châssis de voiture, il le vend à 10 marques, parce que c'est pas différenciant. Pour celui qui va acheter, le châssis il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est l'extérieur. Et c'est comme ça que j'ai regardé un peu tous ces outils de pilotage industriel dans la gestion de projet, comment nous les intégrer dans notre métier pour gérer des opérations de secours. Parce que pour moi, une opération de secours, c'est un projet. Et à chaque fois, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle opération, c'est jamais la même.
Et c'est la définition du projet, c'est qu'il est unique. Un projet est unique. Il a un début et une fin, sauf qu'il est unique, comme une opération de secours. Et en fait, alors désolé si je fais un parallèle qui est peut-être pas à propos, mais en t'écoutant, je me dis donc la France nomme un général à la tête du projet de reconstruction de Notre-Dame. Ouais. Ça vient de là. Ouais. C'est-à-dire que c'est une organisation, c'est une gestion de projet militaire en fait. Exactement. Ouais. Parce que le militaire, il sait. En plus, les généraux, ils ont une puissance intellectuelle qui sont importantes. Et ils savent rassembler. C'est pas des experts dans des domaines. Par contre, ils savent comprendre les problématiques, ils savent les rassembler, ils savent décider. On sait décider, nous. On sait planifier. Je ne me rappelle plus du nom du général qui est paix à son âme d'ailleurs. Oui, malheureusement décédé. Mais eux, on n'est pas dans le stress en fait. En fait, on est un peu insensible au stress. C'est ça qui c'est un peu déroutant. C'était ma question suivante parce qu'on parle beaucoup de pression, on parle de tout. Et je me disais, mais comment ils gèrent ? Mais c'est un peu déroutant ça pour les gens qui sont de l'extérieur. Pour les civils en tout cas, ça doit l'être. Mais il n'y a rien qui vous impacte. Si, on est impacté, mais effectivement, si moi je reviens sur l'opération, le gros feu du 21 Princesse Grace, à aucun moment, je suis touché quand même par l'événement qui se passe, mais à aucun moment je dois le faire apparaître, parce que c'est le chaos aussi. C'est-à-dire que si d'un seul coup tout le monde s'effondre, le chef il ne sait plus où il habite parce qu'il s'est passé un événement, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. T'as une mission de repère aussi. Et voilà, il faut faire face. Voilà. On est préparé, on se prépare à ça. On a des formations de gestion du stress. J'allais te dire, c'est quoi qui forge votre résistance au stress ? Il doit y avoir une aptitude, je suppose. Et derrière, il y a quoi ? Il y a de la formation, de l'expérience. Ouais. Selon toi, c'est quoi le facteur déterminant ? Il y a la formation, l'expérience. On prend beaucoup de recul par rapport à ça. Ouais. C'est-à-dire. Mais c'est une posture d'esprit, ça. Hein, oui, tout à fait. Est-ce que ça s'acquiert ? Je sais pas. Non, alors après. Je pense qu'il y a des prérequis, des aptitudes qu'on a déjà. Mais je pense que nous, chez les pompiers, on est bon que quand on est en stress, en fait, dans l'urgence. Quand on est au calme, à la rigueur. En fait, c'est vraiment l'adrénaline, le pouvoir positif de l'adrénaline qui, d'un seul coup, fait que tout se met en phase et tout se met en ordre de marche. Mais ça avance, c'est le rouleau compresseur qui se met en route, quoi. D'accord, mais il faut quand même, tu dis c'est la pression de l'adrénaline, et il faut quand même avoir une disposition mentale particulière pour les supporter, parce que ça peut te plaire une fois, deux fois, trois fois, mais au bout de la 50e, peut-être que ça use aussi, non ? Ouais, non, je pense que c'est plutôt le contraire chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que au début, moi je me rappelle quand j'ai commencé, une petite intervention, c'est l'adrénaline, ça monte, et puis plus on avance, plus on fait des grosses opérations, puis plus on se dit, c'est quand je veux plus gros, je veux plus, comme toujours, c'est-à-dire qu'on s'habitue, et l'adrénaline on l'a plus comme on l'avait avant, et donc on est obligé de monter de plus en plus haut pour avoir l'adrénaline. Donc des fois c'est un peu compliqué parce qu'on l'a plus en fait. À partir en intervention, ça porte plus trop d'adrénaline. Ouais. Bon. Est-ce que ça signifie qu'il peut y avoir une sorte de... Alors, il faut que je fasse attention aux mots que je vais utiliser parce que je veux pas que tu me dises franchement Geneviève, c'était quoi cette question ? Mais quand on n'a plus l'adrénaline, dont je comprends que c'était une sorte de moteur en tout cas. Une routine, tu veux dire ? Voilà. Est-ce qu'on rentre pas dans une petite routine ? Ouais, si, et c'est le risque. Hein. Et c'est pour ça qu'on regarde ça. Moi j'aime bien, il y a une courbe des compétences là, que tout le monde connaît à peu près, c'est que quand on commence, au début, on est consciemment incompétent, c'est-à-dire qu'on sait pas, et on va travailler, on se met dedans. Donc ça, c'est un peu compliqué, parce que c'est la découverte, et puis il faut un peu travailler, mais si on est passionné, c'est intéressant. Après, on a une deuxième phase qui est la phase, le summum de l'épanouissement, c'est on est consciemment compétent, c'est-à-dire que on sait qu'on sait, on s'éclate, et puis c'est la partie vraiment agréable. Et puis après, on tombe dans une phase qui est compliquée, voire dangereuse, c'est qu'on est inconsciemment incompétent, c'est-à-dire qu'on croit savoir, mais on ne sait pas, ou on ne sait plus, parce qu'on ne s'est pas remis au goût du jour, et puis là, on commence à faire des conneries, on est dans une routine qui n'est pas positive, et c'est là où il faut que l'encadrement soit hyper attentif à ces gens-là, et qui sachent dire, attends, là, toi, tu crois que tu es bon, mais tu n'es pas bon,
Donc il faut que tu retournes en formation, il faut que tu te reformes, sinon il va falloir changer, quoi. Parce qu'il y a une chose qui doit impacter aussi, parce que ça impacte toute notre société, donc j'imagine que les pompiers aussi, l'évolution technologique, ça doit aussi changer les choses pour vous, ça a dû changer. Nous, ça nous a changé le métier, alors en bien comme en mal. Ah ouais. Aujourd'hui, on est dans un audit de performance, il a été identifié qu'un sapeur-pompier devait maîtriser 300 techniques d'intervention. 300. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. Et surtout qu'on a des gens qui ont des CAP à la base. C'est pas Einstein. Voilà. Donc ils ont une capacité et ils doivent maîtriser ces techniques. Et que le jour où ils les mettent en œuvre, c'est pas pour rigoler. C'est-à-dire qu'on est face à un danger, il y a des risques, et donc il ne faut pas se tromper. On joue plus, quoi. À un moment, c'est ça le truc avec les pompiers, c'est que tu te parlais tout à l'heure de la mort. On est immédiatement, en tout cas, face à un danger réel. Eh oui. C'est pas de la simulation, hein, on n'est pas... Et l'évolution technologique, c'est hyper intéressant au quotidien, mais quand on voit un feu d'appartement, là, on voit le local. Si on met ce local-là, il y a, je sais pas, 30 ou 40 ans, ça n'existe pas. Les étagères, elles sont pas en contreplaqué, elles sont en vrai bois. Donc il n'y a pas de colle. Enfin, aujourd'hui, on a plein de matières à base d'hydrocarbures qui font que qui décuplent la force des feux, ouais. Ah ouais, la puissance du feu elle est énorme. Les voitures, avant, c'était une voiture avec de l'essence ou du gasoil, c'était facile à éteindre. Maintenant, quand vous avez une voiture avec une pile électrique ou de l'hydrogène ou du gaz liquéfié, c'est plus dangereux. Aujourd'hui, une voiture électrique, on ne sait pas l'éteindre. On ne sait pas. Ouais, on va contrôler le feu, mais on ne saura jamais éteindre le temps. Il faut attendre qu'il se termine. Voilà, c'est le temps qu'il va faire. Donc on a plein d'évolutions technologiques qui sont bien au quotidien, qui nous génèrent de nouveaux risques, qui sont plus ou moins contrôlables. Après, nous, dans nos matériels, on a évolué aussi. On a nos tenues, elles sont hyper performantes et tout. Mais c'est à chaque fois, on augmente le niveau de danger. Donc, on essaye d'augmenter le niveau d'équipement. Là, on est en train d'acquérir des robots pour intervenir dans les endroits où l'homme ne pourra plus aller, quoi. C'est quand même un truc de dingue. C'est dingue. Ouais. Cette année, je vais acheter un robot parce que y a des scénarios où on ne sait plus y aller sans avoir de la casse. Donc après, c'est ça, sans avoir de la casse. Et que parfois il faut ne pas casser. Faut pas casser, parce qu'à un moment, est-ce que ça vaut le coup d'aller perdre un bonhomme pour sauver, je sais pas, un étage de parking ou 10 voitures La question elle se pose. Hein. Ah bien sûr. Moi, j'ai la réponse. Hein. Oui, c'est non. Voilà. Mais bien sûr. Mais de rien, il faut préserver l'outil de travail, il faut préserver. Donc, il y a une responsabilité, bien sûr. Exactement. Parce que là, à t'écouter, on se dit, on réalise. Alors, je sais pas si les gens qui nous écoutent le réalisent en même temps que moi, mais moi, je réalise que la vie du pompier, c'est pas. Alors j'allais dire juste, c'est pas uniquement monter dans le camion et aller éteindre le feu. Il y a quand même, tu as beaucoup parlé de formation, j'imagine que c'est une grande partie, il y a de l'adaptation au changement, il y a de l'évolution technologique, il y a de la remise en question, enfin le quotidien du pompier il est rempli par plein de choses, il y a du sport, enfin il y a plein de choses, quoi. 50% du temps d'un pompier, c'est de la formation. C'est de la formation. Ouais, et c'est de la formation qui est là, et en plus qui est normée. C'est-à-dire que si le gars ne fait pas ses modules de formation, il n'a plus la qualification, il n'a plus le droit de partir en intervention. Ah ouais. C'est-à-dire que je n'ai même plus le droit, ou si je le fais partir en intervention, c'est ma responsabilité qui est engagée. Au-delà de ta responsabilité, c'est l'efficacité qui est... Après, c'est l'efficacité, après, il y a tout. Mais effectivement, la formation, le sport, enfin, toutes ces choses-là font partie intégrante du métier. Tu as des tableaux de bord, comment on gère ? Ouais, on est obligé. Ah ouais. Et j'imaginais bien, ouais. Sur le feu où on perd notre sergent-chef, la première chose que l'expert judiciaire demande, c'est son livret. Son livret de formation. Tout de suite. Il a saisi tout son matériel. Donc pareil, le matériel, faut qu'il soit. Il faut entretenir le matériel, il faut le vérifier. Donc nous à Monaco, on a de la chance parce qu'on a des moyens. Enfin, je dirais, le gouvernement, il paye pour que vous soyez bien faire les choses. Si j'ai un défaut dans le contrôle des matériels, c'est de ma faute. C'est pas, je vais pas dire. C'est pas que tu manques de moyens. Ouais, exactement. Ce qui est quand même donc, c'est une négligence. important. Ce serait une négligence. Voilà. Ouais. Donc là, tout a été expertisé, tout était clair et tout, il n'y a pas de souci. Mais les premières choses qu'ils prennent, c'est ça, c'est de dire le matériel, est-ce qu'il était à la norme, est-ce qu'il était vérifié, contrôlé, le bonhomme, est-ce qu'il était formé, habilité, hop, ils prennent tout. Tout de suite. Et quand on voit que toutes les qualifications, toutes les habilitations qu'il faut, c'est un vrai travail d'un bureau chez moi qui fait que ça. S'assurer que les gens, de la visite médicale jusqu'à toutes les aptitudes opérationnelles, ils sont à jour.
ça, c'est... Alors j'allais dire c'est quasi militaire. Non, c'est militaire, quoi. Donc là, c'est un travail de rigueur, en fait. Ouais. Et les gars et les filles qui s'engagent, ils s'engagent à ça sur toute la longueur de leur carrière. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure de postes qui étaient moins exposés ou moins opérationnels. Il y a quand même ces remises à niveau, ces formations qui sont prévues. Oui, alors encore plus à Monaco, parce que moi j'ai très peu de postes qui ne sont pas opérationnels. Ouais. Donc j'ai à 90% des pompiers ou 95%. Vous êtes combien en tout ? On est 148 aujourd'hui. 148. Ouais. Donc sur les 148, ils ont tous à un moment ou à un autre une fonction opérationnelle. Ouais. Donc ils sont obligés de passer toutes les qualifs. Donc c'est plus exigeant. Même moi, je repars en qualif. Moi, l'année dernière, je suis allé refaire une qualif à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence, parce que j'ai mon niveau et il m'impose de repasser une semaine là-bas pour me refaire qualifier, quoi. Et quand tu es rentré, est-ce que tu as eu l'impression que ça avait été utile ? Ouais, c'est top, mais bien sûr. Puis nous, on est dans cette culture de formation, on adore faire ce genre de choses, quoi. Apprendre. On est bien mis sous pression quand même. Bien mis sous pression. On a des journalistes qui nous mettent sous pression sur les interventions, on a des psychologues qui nous observent, qui nous débriefent après, on a des préfets. Parce que vous êtes tellement proches, parce que ce que j'ai à dire, c'est que on a tous dans la tête cette image du pompier qui est tellement proche des gens en général, que ça soit pour aller chercher leur chat dans l'arbre ou que ça soit parce que le type a des palpitations et qu'il ne sait pas comment réagir. Enfin, dans une société, petite, grande, peu importe, le pompier, d'ailleurs, il y a plein de séries sur les pompiers. Voilà, le pompier, c'est vraiment celui qui est ou la pompier. Hein. Ce sont ceux qui sont les plus proches des gens, quoi. Puis c'est surtout le dernier maillon de la chaîne. Et après nous, il n'y a personne. C'est ça. Si nous, on échoue, ben on va pas aller. Moi, je vais pas appeler quelqu'un d'autre après moi. C'est ça. Moi, j'ai une obligation de réussir la mission. C'est ce que j'ai compris en visitant. Enfin, je l'ai peut-être compris autrement, mais ce jour-là, je me souviens quand je suis allée visiter Ground Zero, et que à l'entrée, la première chose qu'ils ont mise, c'est le premier camion de pompiers arrivé sur place qui a pris l'effondrement d'une. C'est émouvant, ce musée-là. Et c'est très très émouvant. Et surtout, ils ont mis les portraits de tous les pompiers qui sont intervenus et pas revenus d'ailleurs. Et il y a ça. C'est après eux, il n'y avait plus rien, en fait. Ils le disent. Et sur le moment, je me suis dit, effectivement, si quand j'appelle un pompier, ça marche pas, quel autre recours je peux avoir ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sinon, ce serait facile pour nous. Quand on est en difficulté, on dit, on va appeler l'échelon supérieur. On se retourne derrière, il n'y a plus personne, en fait. Oui, c'est sûr. Donc, et les gens, quand ils nous appellent, c'est qu'ils sont en détresse, qu'elle soit importante ou le chat dans l'arbre, c'est qu'ils sont contents de nous voir arriver, donc ça c'est plutôt agréable. Ils sont contents, j'allais dire, à Monaco ils sont contents. Il y a d'autres endroits, vous êtes accueillis avec des cailloux ou des choses comme ça, en France. Bon, ça commence un petit peu à changer, mais bon, en tous les cas, nous on a cette chance-là en principauté où les gens, quand ils nous appellent, ils sont contents, on va les rassurer, on va répondre à une attente, on va essayer de faire du mieux possible, et puis voilà. Je me dis en t'écoutant aussi que c'est du. Alors tu l'as dit, c'est du 24-24, enfin du 24/7 en tout cas. Pendant toute une carrière, c'est très exigeant. Est-ce que malgré tout, un pompier. Alors je dis mais pour moi c'est une femme ou un homme, peu importe. Est-ce que malgré tout, un pompier peut avoir du temps libre, des passions, des choses qui l'occupent par ailleurs, ou pas ? Oui, et alors, les générations sont en train de changer. Avant, le pompier était pompier en fait. Sa passion c'était pompier. Et puis bon, il avait une passion peut-être le sport, les choses comme ça, mais c'était vraiment 90%. J'adore. Avant, un pompier c'était un pompier. Oui, c'était vraiment un métier passion. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à Marseille, il travaillait 48 heures, il faisait 48-24, il se reposait 24 et il rattaquait 48 heures. Donc ça faisait 24 heures. C'est beaucoup. C'est un rythme très fort. Et le truc qui était absolument fou, c'est que pendant ces 24 heures, il quittait le matin à 8 heures, il devait revenir le lendemain matin à 8 heures. Il se donnait rendez-vous à 8 heures après avoir fait l'appel. Avec les copains, ils partaient en moto faire de la moto. Et puis, peut-être qu'ils rentraient chez eux qu'en début d'après-midi, pour l'après-midi et la nuit, et puis ils revenaient le lendemain. Oui, mais de toute façon, tout le monde est à l'école, tout le monde travaille, il n'y a personne à la maison. Oui, il y a peut-être d'autres choses aussi à faire. Enfin, je ne sais pas, mais c'était assez hallucinant. Aujourd'hui, les générations ont changé un peu quand même. Ils veulent du temps libre pour avoir des vrais loisirs.
Des vrais loisirs. Ouais, des vrais loisirs, c'est-à-dire aller se promener, je sais pas, mais en tous les cas, ils sont plus trop dans le fait de dire je fais que pompier. Ouais. Et je pense même que nous, on est rentré dans la profession en ayant en tête l'idée de faire toute notre carrière comme pompier. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont consommer du pompier, c'est-à-dire qu'ils vont dire tiens, j'ai fait pompier pendant 5 ans, et puis je vais aller faire autre chose après. Je pense que ça, on commence à le voir un petit peu pointé du doigt. Commence à le voir. Ouais, c'est-à-dire ils font une première carrière, et puis après ils vont rebondir sur autre chose, mais en plus, pas forcément dans la sécurité. Ils vont peut-être, moi j'en ai un qui a un projet de devenir naturopathe, quoi. Il n'a même pas 40 ans. Naturopathe. Voilà. Donc il bascule dans autre chose. C'est bien aussi, après nous, il va falloir qu'on le gère ça, parce que devenir pompier, il faut des gens d'expérience aussi, et ça ne s'acquiert pas en 6 mois. Quoi. Ouais, tu veux dire dans l'encadrement, il faut quand même de l'expérience. On ne peut pas avoir un gradé qui est trop jeune ou qui est trop... Donc ça va être c'est des nouvelles générations qui va falloir s'adapter à eux, parce que ce n'est pas eux qui vont s'adapter au système. Non, ça je pense que... Nous, on essaie de les faire un petit peu entrer dans le moule, mais il va falloir que nous aussi on progresse dans la gestion de ces nouvelles générations. Quand tu dis ils vont consommer du pompier, immédiatement ça me fait penser à une chose, c'est le recrutement, parce que la responsabilité du chef de corps aussi, tu me dis on est 148, ça reste, ta responsabilité c'est d'être 148 opérationnels, donc de les avoir, de savoir qui tu peux compter sur eux, et éventuellement d'imaginer la suite, la pérennité de la compagnie, enfin son évolution. J'imagine que ça c'est un travail en plus. Parce que on dit toujours faire du quotidien, de l'opérationnel, mais il y a aussi ça, non ? Ça, c'est mon métier, en fait. Moi, je ne fais pas de l'opérationnel. Moi, au quotidien, je dirais... Tu ne montes plus dans le camion ? Moi, je ne monte plus dans le camion. Plus jamais ? C'est que sur les grosses opérations, comme le feu du 21 Princesse Grasse, ou dès qu'il y a des problèmes, soit techniques un peu compliqués, soit admettons sur le Grand Prix, tu monterais sur le camion ? Oui, parce que c'est moi qui suis le commandant des opérations de secours. Donc, dès qu'il y a un événement sur le Grand Prix, c'est moi qui prends. Pour la FIA, c'est moi qui suis identifié. Moi, je suis en direction de course et je supervise l'ensemble. S'il y a un crash, c'est moi qui vais prendre la direction de l'opération. Et ça peut t'arriver alors de faire une opération en anglais, pas en français ? Oui. Ah ouais. Et parce que la FIA, je pense pas qu'il y ait grand monde qui parle français. Non, ils parlent beaucoup en anglais, Donc c'est aussi c'est une qualification supplémentaire, ça ? Non. Tout le monde parle anglais chez les pompiers ? Non. Mais c'est pas une qualification. C'est-à-dire qu'on essaye de parler un petit peu anglais. Alors moi, surtout pour ceux qui sont au centre opérationnel, qui traitent l'appel. Parce qu'il peut y avoir des appels dans les langues étrangères. Donc moi, j'ai quelques opérateurs du centre opérationnel qui parlent très bien l'anglais. J'en ai qui parlent russe très bien aussi. Donc, mais c'est pas. Après, on a des plateformes de traduction qui sont hyper efficaces. C'est-à-dire que c'est instantané. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça va devenir de plus en plus facile. Là, aujourd'hui, les plateformes qu'on a, c'est encore des personnes qui en fassent des traducteurs. D'accord. Mais notre logiciel, on a commencé à intégrer effectivement ce traducteur en temps réel via l'intelligence artificielle. Donc moi, mon objectif et mon métier, où on m'attend, c'est de faire de la stratégie pour le corps. C'est d'imaginer le corps pour les années à venir. Quand j'ai pris le corps il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai demandé un audit de performance. Le département de l'Intérieur me l'a autorisé. J'ai sélectionné un bureau d'études extérieur. Et ça fait 2 ans qu'on travaille sur un audit pour dimensionner le corps pour les 10 prochaines années. Voilà, ça c'est important parce que aujourd'hui le corps il n'a pas bougé dans son format depuis quasiment une vingtaine d'années. Et là, c'est beaucoup, C'est beaucoup. Quand on t'écoute, on se rend compte que l'évolution va plus vite que ça, Donc, on a travaillé vraiment d'une façon très précise avec un bureau d'études, en relation permanente avec le conseiller de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'on avait des étapes régulières. C'est lui votre ministre de tutelle, hein ? C'est mon ministre de tutelle. En fait, moi, je suis sous l'autorité du prince sur la partie militaire et mis pour emploi au sein du département de l'Intérieur. Donc, je dirais, le chef opérationnel, c'est le ministre de l'Intérieur. Voilà, celui qui va te dire oui pour des formations ou des évolutions c'est le ministre de l'Intérieur. Le budget, enfin tout ça, je défends avec le ministre de l'Intérieur. Et donc c'est avec lui qu'on a travaillé. Mais vraiment, il a été présent du début jusqu'à la fin pour bien comprendre tout le processus de l'analyse des risques, de la couverture, de comment on couvrait un risque, de se prononcer sur l'approche politique aussi de couverture, parce que c'est le politique qui dit moi je veux que mon service d'incendie et de secours il intervienne à ce niveau-là, sur tel niveau. Donc ça c'est des éléments que lui il fixe et puis après nous on travaille pour arriver à atteindre son objectif. Et là on va présenter le nouveau plan
de dimensionnement du corps au ministre d'État dans bientôt. quelques jours. Ouais. Ouais. Tu dis le plan de dimensionnement du corps, donc ça veut dire que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que 148, ça suffit pas. Non. Ça suffit pas ni techniquement, ni socialement. C'est-à-dire que nous, D'accord. Mon personnel, il travaille un peu plus de 150 jours. Il fait un peu plus de 150 gardes de 24 heures par an. 24 heures. Donc ça, c'est un régime qui date des années 90. D'accord. C'est moins aujourd'hui, c'est ça? Ah ouais, aujourd'hui... Dans une caserne de pompiers en France, on fait moins? Alors, chez les pompiers civils à Nice, c'est 2 fois moins. Ils travaillent 82 gardes de 24 heures. Et nous, on ne prend pas trop ça comme comparaison. Nous, on se compare plutôt à Paris et à Marseille. D'accord. Paris est à 125, Marseille est à 120. Donc, on a 150. On a un peu de retard. Voilà, donc on a un peu de retard. Donc, il va y avoir une réévaluation de la couverture opérationnelle par rapport aux nouveaux risques, parce que la principauté, il y a 30 ans, c'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas la même densité de population, il n'y avait pas les mêmes risques. Et puis, il n'y avait pas le même nombre d'immeubles compliqués. Voilà, moi, j'ai visité avant-hier le nouveau parking de l'entrée de ville, les Salines. C'est impressionnant. C'est impressionnant. 15 niveaux de parking, quand j'en parle à mes copains pompiers, ils disent vous êtes fous. 15 niveaux de parking, c'est 15 niveaux de parking. Ouais. Après, à Monaco, on a la chance d'avoir un gros bureau prévention chez les pompiers. Ouais. Donc il y a beaucoup de mesures de prévention qui sont faites. C'est-à-dire c'est pas 15 niveaux de parking où il n'y a rien dedans. Donc, oui. Alors ça, c'est encore un autre aspect du métier. C'est qu'en fait, vous participez à l'élaboration des ouvrages. Ah oui, on participe. Bien sûr. Et puis on a une voix qui est prépondérante. D'accord. C'est-à-dire si le pompier tu peux bloquer un projet, quoi. Oui, si le pompier dit ça, on ne peut pas. Parce que c'est trop dangereux à la fois pour les occupants et pour nous quand on va intervenir. D'accord. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ouais. Mais on n'arrive jamais là en fait. Ah ouais, moi, j'ai jamais vu à mettre un avis défavorable parce qu'en fait, il y a tellement de méthodes pour arriver à atteindre un objectif de sécurité que nous derrière, l'objectif c'est que le projet se fasse. Aucun intérêt à ce qu'il ne se fasse pas. Ah tiens, ça me fait penser. Alors par exemple, les pompiers ont été consultés quand le gouvernement a voulu redimensionner la salle de basket. Parce que c'est quand même une prouesse technique qui a été faite dans un même espace de pas doubler mais quasi doubler la capacité. Et donc les pompiers, vous avez participé à ce projet. Ouais. Donc tu dis quoi sur les évacuations, sur la proximité des gens, c'est... En fait, on intervient sur deux choses, sur éviter qu'un incendie ne se déclare, donc sur toute la partie potentielle calorifique, détection, toutes ces choses-là. Après, si un incendie se déclare, l'arrêter rapidement. Donc là, c'est toute la partie des moyens de secours. Et surtout, c'est d'éviter les risques de panique. Donc il y a une chose sur laquelle on ne déroge jamais, c'est les règles d'évacuation. C'est-à-dire que s'il faut 3 sorties et l'architecte dit moi j'en mets que 2, là il aura un avis défavorable. Ça marchera jamais. C'est-à-dire que sans l'avis favorable des pompiers, on ne peut pas libérer le permis de construire. C'est ça que moi j'ai mis un avis. Après, c'est pas aussi simple que ça, c'est que moi j'ai mis un avis au président de la commission technique. D'accord. Là c'est la DPUM. Si elle dit le pompier l'a mis défavorable, moi je mets favorable, c'est elle qui est souveraine, c'est elle qui décide. D'accord. Mais c'est tellement technique qu'ils vont jamais. En plus, ils vont pas désavouer des gens qui ils ne vont pas engager leur responsabilité. Ouais. Parce que si il se passe quelque chose que nous on avait mis avis défavorable et qu'elle dit non, moi on construit quand même, et qu'il se passe quelque chose, ils vont venir voir le permis de construire, ils vont dire les pompiers vous avez dit non, c'est ça. Vous avez raison, vous avez dit oui, c'est vous qui êtes allé au-delà. Donc pénalement tu peux être responsable. C'est la jurisprudence de Furiani. Ah oui, c'est vrai. Ouais. La jurisprudence de Furiani. Parce que les pompiers avaient dit non pour la tribune temporaire, si je me souviens bien. Celle qui s'effondre, les pompiers avaient dit non, notamment dans la configuration, c'est-à-dire sur les briques comme c'était installé. Après, il y a d'autres jurisprudences aussi dans des établissements hospitaliers. Enfin, il y en a plein de jurisprudences où maintenant les préventionnistes pompiers font très attention. C'est-à-dire que eux, même si le maire dit que tu dises oui, si c'est eux qui sont pénalement responsables s'il y a un problème. Donc ils font vraiment ça bien. Et encore une fois, nous à Monaco, on n'a jamais on n'est jamais allé jusqu'à l'avis défavorable, de dire le projet ne se fait pas parce que les pompiers ont dit non. Nous, on voit. Après, on travaille beaucoup en amont avec les architectes. Avant d'arriver au permis de construire, ils viennent nous présenter les choses. On leur dit, faire comme ça. Quand le permis de construire arrive sur notre bureau, il a été vu avant. C'est clair.
Est-ce que là, toi, ta formation d'ingénieur, ça te sert Oui. ou pas? Ouais. Ouais, parce que moi, ma formation d'ingénieur, c'est vraiment de la prévention des risques. Prévention des risques. Donc c'est ouais. vraiment là toute l'analyse des risques. J'en ai fait ça pendant 5 ans de T'en as prendre des mangé, comme on systèmes. dit. Ouais, j'en ai mangé, de prendre des systèmes et de regarder comment ils peuvent dysfonctionner et trouver des systèmes pour justement sécuriser le tout, quoi. Ouais. Mais c'est passionnant, ça. Bah oui. Alors ça, tu dirais dans le métier, enfin dans l'occupation du corps, ça représente combien? Parce que combien de volume? Parce qu'on imagine tous que l'opérationnel c'est 100%, bon très bien. Non, alors, ouais. La prévention des risques, c'est quand même. Tu peux prévention, avoir moi, un c'est- gars qui est par exemple au commandement et qui gère et qui fait des gardes et qui gère des opérations et qui en même temps travaille sur la prévention des risques ou pas? Ouais, c'est pas tout à fait comme ça. J'ai un bureau prévention D'accord. où dedans j'ai 2 officiers, dont un officier supérieur. Et je l'ai recruté il n'y a pas longtemps, c'était le numéro 2 du bureau prévention de Paris. Donc lui, des grands projets, il en a fait, enfin, Ah ouais. il connaît très bien. Clair. Donc j'ai un autre officier et un sous-officier supérieur. Donc eux, ils sont à temps plein, ils font que ça. Ils font que de la prévention et après ils prennent des Alors, gardes. eux, les camions, c'est pas leur truc. Si, ils prennent des gardes de commandement. D'accord. Mais Mais ils commandent les camions. voilà, Enfin, eux, ils restent derrière le bureau et oui, ils gèrent les camions. Ils font pas beaucoup d'interventions. D'accord. Eux, leur temps, ils sont en journalier. Et de temps en temps, ils ont une garde, donc ils prennent 24 heures la garde. Mais en tous les cas, eux, ils font du bureau, de l'analyse de risque. Ils reçoivent les architectes, ils reçoivent les bureaux d'études, de conseils. Enfin, Leur métier, voilà, c'est les plans. c'est ça. Ouais. Donc là, j'en ai 3. Ouais. Après, j'en ai un autre avec eux qui, lui, c'est un jeune qu'on est en train de former. Donc lui, il est plutôt dans les camions et on est en train de le spécialiser dans la partie prévention. Donc il fait aussi cette partie-là. Et puis une petite partie de secrétariat, parce que là, il y a aussi, beaucoup de parties de secrétariat à faire. Donc voilà. Donc j'ai vraiment, 3,5 équivalents temps plein qui font que de la prévention. D'accord, donc ils ne sont pas interrompus par autre chose. Non. Ou alors, s'ils doivent partir en intervention, c'est vraiment parce qu'il y a une grosse opération et c'est Ouais, du niveau. c'est extraordinaire, quoi. C'est pas, c'est pas courant, quoi. Ouais. Ouais, Voilà. Parce que du coup, là, je pense qu'on a balayé beaucoup. Enfin, je ne sais pas si on a fait tous les aspects, mais en tout cas presque tous les aspects du métier de pompier. Ah non. Non? Non, parce que là, on a fait que la partie visible. Après, derrière, moi, j'ai un gros bureau technique qui assure le maintien en condition opérationnelle des véhicules, donc l'entretien des véhicules, Ah oui, c'est vrai ça. l'achat des véhicules, l'achat de tous les équipements. Parce que, attends, juste pour ceux qui nous écoutent, vous n'achetez pas des véhicules lambda, on est d'accord, hein? Ah ouais. C'est pas un truc que vous avez équipé, quoi. Vous n'allez pas chez Renault ou chez Citroën en disant je veux ce modèle et puis vous le mettez, après vous mettez du rouge et puis machin, quoi. Non, on rédige des vrais cahiers des charges, on lance des appels d'offres. Un camion de pompier, ça coûte extrêmement cher. Très cher. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Non, c'est très compliqué. C'est du fait sur mesure, les camions de pompiers? Ouais, quasiment. Pour Quasiment. Monaco, ouais. Et oui, parce qu'il faut pouvoir aller dans les rues, il faut pouvoir tourner. On a beaucoup de véhicules sont. Ça semble uniques. dingue, tu te rends compte? Un camion de pompier, c'est fait sur mesure. Enfin, voilà. Ouais. Ça coûte excessivement très cher, hein. Une grande échelle, ça vaut aujourd'hui qui est bientôt 1 million d'euros. Ouais. Là aussi, sur la grande échelle, il y a des mesures de risque qui sont faites. C'est-à-dire, on teste, on fait. C'est le constructeur qui fait. Ouais. D'accord. Ouais. Nous, quand on achète les échelles, elles sont certifiées. Il y a des normes très. Vous faites des tests quand même de temps en temps? Jamais. Nous, tous les jours, on s'en sert des échelles. Tu la mets tous les jours, la grande échelle? À tous les jours. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que c'est dans la cour? Oui, dans la cour. Parfois, on fait des tests d'accessibilité. On va devant le bâtiment pour voir un peu où la mettre pour avoir les meilleures allonges. Et tous les jours, parce que c'est des engins hyper techniques. Hein. Donc, il faut que les gens ils s'entraînent avec. Parce que le jour où il y a un sauvetage à faire, il ne faut pas qu'ils commencent à ouvrir le mode d'emploi pour dire tiens, c'est quel bouton, le bouton sur lequel il faut appuyer. Oui, il faut que ce soit automatique. Enfin, systématique. Ouais, ou même quand tout est automatique, tout va bien. Mais des fois, il y a des pannes et il faut savoir contourner les pannes pour pouvoir continuer à travailler en mode dégradé avec les échelles. Non, c'est des engins hyper technologiques. Hein. C'est pour ça que ça vaut cher d'ailleurs. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un peu comme les avions, c'est-à-dire que les échelles, régulièrement, elles ont des grandes visites, des petites visites, grandes visites à faire. Et les grandes visites, ils démontent tout. Ils la démontent entièrement. Ils démontent tout. Ouais. Et il y a des bureaux spécialisés qui font ça. C'est le fabricant. Elle repart chez le fabricant, il nous en prête une. Et pendant 2 mois, 3 mois, on ne l'a plus. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Mais il nous la requalifie pour après encore 10 ans. Non, c'est du matériel sensible. En plus, comme c'est du matériel, encore une fois, de secours,
Ouais. Derrière, il n'y a plus rien. C'est comme le pompier. C'est-à-dire, quand le pompier n'est plus là, il n'y a plus personne qui viendra. Si l'échelle ne marche pas, c'est compliqué. Ouais, le gars au 15e étage, c'est fini. Quoi. Voilà. Parce que, pas au 15e. Alors, 30 mètres avec l'échelle, ça fait combien d'étages? Ça fait à peu près 10 étages. 10. Un peu moins, entre 8 et 10, parce que c'est 30 mètres, mais... 30 mètres, pas 30 mètres, oui, droit, non, c'est 30 mètres incliné, oui. Ouais, donc c'est incliné, légèrement incliné. La norme, c'est 28 mètres à 10 mètres de la façade. D'accord. Et ça fait une échelle qui fait 30 mètres. Tu vérifieras en trigonométrie. Oh là 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 là. Tu te rappelles les cosinus et sinus, et tu verras, tu le trouveras. Oh là 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 là. Non, l'angle, j'imagine, mais donc 28 mètres, un étage, ça fait 3, ça fait 3 mètres, ça fait 7 x 3, 21, 8 x 3, voilà. Donc on est, après ça dépend un petit peu, mais donc tous les immeubles de grande hauteur, l'échelle ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pas la stratégie. C'est les escaliers. Voilà, tout est construit. On revient à Ground Zero, les gars sont morts dans les escaliers. Bien sûr. Enfin, pas tous. Oui, mais c'était la stratégie d'intervention, comme nous à Monaco. Je dirais, si on va à l'Odéon, on va pas établir une grande échelle. Et là, par exemple, vous pouvez faire 27 étages à pied? Ah ouais. Avec le matériel et tout? Ouais, alors après, on a des ascenseurs qui sont privés, qui sont exclusifs. Spécial, oui. Pompiers, parce qu'ils sont sécurisés pour qu'on puisse monter par l'ascenseur. Ouais. Mais sinon, après, on monte à pied. Si ça marche pas, il faut monter à pied. Quoi. Quand on n'a pas d'ascenseur prioritaire, c'est le terme que je cherchais, prioritaire pompier, on monte à pied. Là, visiblement, dans Ground Zero, enfin dans les Twin Towers, il ne devait pas y avoir. Si, il y avait certainement, mais ils étaient tous. Ils étaient tous HS, ouais. Puis après, à un moment, soit ils étaient HS, soit, enfin, je sais pas, mais. Parce qu'il y a des témoignages des gens qui disent qu'ils descendaient par les escaliers et ils croisaient les pompiers qui montaient, en fait. Non, c'est pour ça qu'il faut avoir la santé aussi, parce que quand on monte. Puis là, on monte avec du matériel qui est lourd, non? Ouais, on a un matériel on a à peu près la tenue de pompier avec l'appareil respiratoire, ça fait environ 13 kilos. Vous rajoutez les tuyaux, vous avez rapidement 20 kilos sur le dos. Donc, il faut monter. C'est pour ça que vous voyez rarement des pompiers courir. Quand on dit les pompiers ne courent pas, ben non, ils ne vont pas courir. Non, il faut fractionner, les gars. S'ils courent quand ils arrivent, ils sont morts. Donc en fait, il faut durer, il faut gérer l'effort. Ouais. Donc, voilà, on monte. Mais c'est du fractionner tout le temps. Il faut de la puissance, il faut de l'endurance. Et voilà. Il faut des VO2 max un bloc. Là aussi. On a des coachs sportifs aussi chez nous pour adapter l'entraînement physique. Et on a une fois par semaine, on a un coach de Hercule Fitness Club qui vient nous faire des formations particulières. Qui sont obligatoires? Qui sont obligatoires, oui. Tous les jours, la journée d'un pompier, elle commence par une heure de sport. Celui qui veut? Non. Le sport qu'il veut ou un sport imposé? Non, c'est un sport encadré. D'accord. Et parce que sinon, c'est la fête, chacun va faire son sport. Non, parce qu'en fait, dans le sport, il y a à la fois de faire un sport adapté au métier et à la fois de créer de la cohésion aussi. En fait, on essaie de tout mettre dans la même boîte. Donc le pompier, le matin, il prend son service, on fait l'appel pour savoir si tout le monde est là. Après, il vérifie son camion, que tout le matériel est à bord, que tout est bon, et après, il va faire son sport. D'accord. Voilà. Donc son sport, ça peut être un footing, ça peut être de la salle, ça peut être autre chose. Ouais, mais toujours encadré et toujours collectif. Collectif. Donc le pompier, il va pas courir tout seul, quoi. Non. Sauf moi quand tu me cours, parce que des fois c'est compliqué. Sauf le chef de corps que parfois je croise. Parce que moi je cours seul, parfois je croise le chef de corps qui court tout seul. Voilà. Enfin là, pour un moment, je pense pas. Mais je vais essayer de le reprendre rapidement. Ouais. Parce que je pense pas, parce que tu m'as quand même glissé en arrivant que tu t'étais fait mal au ski. Et il me semble que j'ai lu quelque part que tu étais un skieur invétéré. Ouais, j'aime le ski. Après, moi, je suis d'une région de montagne, puisque je viens de Grenoble. Ah ouais. Donc, en fait, mon sport, quand j'étais à l'école... T'as grandi avec ça au pied, quoi. Ouais. Ah ouais. Donc, ouais, je trouve que c'est le ski sur le Charles de Gaulle, ça devait pas être simple, hein. Ouais, par contre, il y a un truc que je fais plus, c'est le tapis, le rameur et le vélo. Parce que sur le Charles de Gaulle, il y avait que ça. Et tu fais plus de ça. Non. C'est fini. Faire du tapis, surtout dans la région dans laquelle on vit, du tapis de course, c'est pas terrible. Moi, il peut m'arriver de faire du tapis quand soit il fait trop nuit. Parce que moi, j'ai peur des voitures qui ne me voient pas. Machin. Parce que je traverse toujours sans faire attention, évidemment. Hein, sinon, c'est trop simple. Et, ou quand il pleut. Non, moi, j'aime bien courir la nuit. Tu cours sous la pluie? À part si c'est un gros déluge, mais sinon, ça ne me dérange pas. Le rameur, j'aime pas ça. Pourtant, j'ai une femme qui fait de l'aviron à haut niveau, elle est en équipe de France. Donc j'ai un rameur à la maison, elle en fait beaucoup et moi, j'en fais pas. Elle en fait toujours? Ouais.
c'est une machine de torture. Ah, le rameur, c'est dur. Hein. Ouais. Et puis le vélo d'appartement. Mais c'est très complet, le rameur. Oui, c'est complet. Ouais, ça, c'est clair. Mais bon, c'est dur. Et le vélo, c'est terrible. Bon, ouais. Le vélo, c'est terrible. On est tous d'accord. Alors, passionné de ski, passionné de sport, donc jogger quand tu peux. Amateur, alors passionné d'automobile. Ah oui. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas moi qui l'ai inventé, tu viens de le dire. Ouais. Parce que tu aimes conduire. J'aime conduire, j'aime les voitures, j'aime les belles voitures. T'aimes le bruit des voitures. Motos. Ouais. Parce que moi, j'aime le bruit des voitures. Enfin, c'est pas politiquement correct de dire ça du tout, mais moi, j'aime le bruit des voitures. C'est clair que pour l'instant, toutes les voitures que j'ai, il n'y en a pas une électrique. Ah. C'est pas bien, ça, colonel. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais... Et puis, je suis pas persuadé et pas convaincu vraiment du côté écologique de l'affaire. Oui, ça c'est un débat. Donc, ma formation d'ingénieur, je vois bien un peu comment on conçoit une batterie, ce que ça coûte. Si demain tout le monde passe à l'électrique, aujourd'hui la politique nucléaire française, elle est encore pas tout à fait exécutée dans le nouveau contrat fait par. Donc, ce serait compliqué. Aujourd'hui, on prévoit des délestages. Déjà l'hiver, alors que tout le monde n'est pas équipé en véhicule électrique. Donc pour l'instant, je ne suis pas tout à fait convaincu. C'est peut-être. Non, puis tout à l'heure, tu as dit un truc qui, moi, m'a pas choqué, mais en tout cas qui m'a intrigué. Tu m'as dit, si une voiture électrique se met à brûler, on ne va plus l'arrêter. Ah ouais. Ah, mais là, il suffit de regarder sur Internet des exemples, il y en a tous les jours. Ouais. Des voitures, enfin les feux de. Même maintenant, c'est les autobus qui sont électriques. On a vu à Paris ce que ça a pu donner. On les éteint pas. Donc on attend que ça s'arrête, que la réaction chimique s'arrête. Alors j'ai lu quelque part que ta première voiture c'était une 2 chevaux. Ouais. C'est vrai ? Ouais. T'as toujours ? Ouais. Elle est belle. Quand je sors à Monaco avec ma 2 chevaux, tout le monde me regarde. J'ai des voitures qui sont beaucoup plus chères, beaucoup plus belles, et personne ne me regarde parce qu'il y en a tellement des belles voitures à Monaco. Bah oui. Mais la 2 chevaux, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on sort avec une belle 2 chevaux de Monaco, tout le monde me regarde. Ah, c'est sympa, je fais à peu près le même effet. J'ai 2 belles voitures, enfin plusieurs, mais il y en a 2 que je vendrai jamais, c'est ma 2 chevaux et ma 205 GTI. Voilà. Ouh là là, la 205 GTI, c'est à peu près aussi classique que la 2 chevaux. Ouais. Il te manque la Golf GTI peut-être, mais voilà. Mais ça coûte cher, ça aussi. Oui, alors c'est devenu extrêmement cher. Ouais. Mais pour avoir une Golf GTI d'époque, parce que il ne s'agit pas d'avoir la Golf 5, il faut avoir la 2 ou la 3. Oui, tout à fait. Ouais. Des années 80, 90. Des années 90, ouais. C'est très très cher. Ouais. Voiture, et puis quoi d'autre alors ? Moto, j'aime bien les motos. Après, j'ai les 2 garçons en plus qui sont passionnés aussi de voitures. C'est ça, j'allais dire. Moi, je t'ai vu. Alors, je t'ai vu venir au basket avec les garçons qui sont grands. Et je me dis, ça doit être. Alors, maintenant que je sais que ton épouse, c'est une professionnelle de l'aviron, je me dis, bon, je comprends mieux comment elle arrive à tenir. Parce que quand on vous voit tous les trois, voilà, on se dit, ça doit remuer à la maison. Hein. Ouais, parce qu'on aime tous le sport. Ils sont tous les 2 sportifs aussi. Ouais. On a des passions. Après, je les ai un peu piqués quand ils étaient jeunes. Hein. Ils avaient 4 ans, je leur avais déjà acheté une motocross. Ils faisaient des cours de motocross. Donc, en fait, ils ont adoré, quoi. Est-ce que tu es un père sévère ? Ouais, je pense. Ouais, je pense être dur. Dur ? Exigeant ? Ouais. Ouais, je pense être dur parce que il y a quelques valeurs qui me tiennent à cœur, et le courage, le travail, et quand mes enfants ils sont pas dans le résultat, je suis dur, et puis je vais pas par 4 chemins, donc des fois c'est commandant un jour, commandant toujours. Souvent on me rappelle à la maison que je suis pas à la caserne. C'est vrai. C'est ta femme qui t'a dit ça. Je suis peut-être plus dur à la maison qu'à la caserne, en fait. Tu crois ? Ouais, peut-être. C'est peut-être possible, oui. Le leadership, de toute façon, il y a une partie naturelle et après une partie conditionnelle, ça c'est sûr. Hein. Donc il s'adapte aussi à l'entourage. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Parce que, alors tu as parlé de résultats de l'audit, mais j'imagine que si je te dis qu'est-ce qu'on peut souhaiter, c'est pas juste ça. Moi, professionnellement, ce que je souhaite, c'est vraiment que on arrive quand même à intégrer que le corps des pompiers il est quand même sous-dimensionné, et l'auditeur il l'a dit, votre système il fonctionne parce que vous avez des militaires, sinon il aurait craqué. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant je pense qu'il faut que le politique il prenne conscience de ça. Il avait pris conscience dans les années 2000 qu'il fallait augmenter. Ils avaient prévu d'ailleurs la construction d'une 3e caserne.
qu'on devrait avoir, là, qu'on parce que devrait avoir, testimoniaux. Elle était à testimoniaux. Voilà. Et puis elle a disparu. Elle a disparu. Et comme l'augmentation d'effectifs était vraiment liée au projet d'infrastructure, tout s'est arrêté. Donc là, moi, j'ai fait en sorte que dans ce qu'on va présenter, surtout, ce soit dissocié. C'est-à-dire que si la troisième caserne n'arrive pas, c'est pas grave. On va les mettre ailleurs. Mais il faut les mettre ailleurs. Voilà. Donc le programme, il faut l'acter et le lancer dès le prochain exercice budgétaire de 2025. Quoi. Donc ça, ce serait vraiment, pour mon temps de commandement, je dirais, ma satisfaction. De dire, j'ai réussi à faire acter un plan. Enfin, on a réussi, parce que collectivement, je dirais, avec tout le monde, parce qu'on a fait travailler tout le monde là-dessus, mais en tous les cas, ce serait le dimensionnement correct. La réussite de mon temps de commandement. Après, moi, je suis quelqu'un d'épanoui, je m'éclate. Après, quand je m'ennuie, généralement, je reste pas. Parce que c'est dur pour moi de pas m'amuser en travaillant, de pas trouver des satisfactions. Donc, je vais voir ailleurs. Tu as une grosse capacité, enfin je veux dire, quand je dis tu as une grosse capacité de travail, et tu peux absorber beaucoup. Je sais pas, ce serait manquer d'humilité de dire oui, je peux absorber beaucoup, je sais pas, mais moi quand je suis passionné, je compte pas, c'est-à-dire comme tout le monde. Quand on a envie de faire quelque chose et que. Moi je vois plutôt le travail comme un jeu. J'ai toujours vu comme ça et c'est vraiment ces notions que je voudrais inculquer à l'ensemble de mon personnel, de dire on a la chance de faire un beau métier. Dans un environnement quand même privilégié, donc il faut en avoir conscience. Et le matin, quand on vient travailler, en fait, c'est pas la mine. On doit voir ça comme un moment d'épanouissement. Il peut y avoir des hauts et des bas, bien évidemment, mais en tous les cas, d'une façon générale, moi, je veux que les gens s'amusent à venir travailler. Je veux qu'ils soient contents, je veux qu'ils soient fiers d'appartenir au corps des sapeurs-pompiers. Là, on est en train de refaire tous les uniformes. Vous allez voir nos uniformes qui vont arriver. Ils ont une autre. Ça va claquer. Ouais, ça va claquer un petit peu, ouais. Et j'ai fait travailler les gens dessus. Ils sont fiers, ils ont envie de l'avoir. Parce que j'aime bien ce sentiment d'appartenance à une unité. C'est hyper important chez nous. Voilà, donc moi, je veux que les gens s'éclatent. Moi, je m'amuse. Et tout ça pour le bien général. Il n'y a pas de. Le propre du militaire, c'est d'être désintéressé. C'est-à-dire, nous, on fait une mission de service public et puis on essaie de la faire du mieux possible. Donc voilà. Ça serait déjà super pour toi. Ah bah oui. Moi, que les gens soient bien. Et après, on voit, quoi. Oui, après. Après, on voit. Ouais, tout à fait. D'accord. Et moi, j'ai pas envie d'être à la retraite, par exemple. Il y en a plein qui disent vivement la retraite. Mais moi, je me vois même pas à la retraite. Et je pense que je serais. Tu as quel âge aujourd'hui, Maxime ? Bientôt 50 ans. Bon, ça va, c'est pas encore l'âge de la retraite. Ouais, mais ça va arriver vite. Mais il y en a qui, même déjà à 40 ou à 45, ils disent putain, encore 20 ans à travailler. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il me reste que 10 ans à travailler, quoi, en gros. Donc, non, moi, je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, de leur dire faites n'importe quel métier. Mais en tous les cas, soyez. Éclatez-vous, ouais. Ah ouais, éclatez-vous. Ah ouais. Voilà. C'est clair. Le matin, ça va durer pendant 40 ans ou 50 ans, ou peut-être que vous n'aurez jamais de retraite, donc choisissez quelque chose qui vous plaît. Eh oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est vrai. Eh ben merci Maxime, merci d'avoir trouvé un petit moment pour venir passer avec nous. C'était fort agréable, Geneviève, c'est un bon moment, mais je reviens quand tu veux. Ah bah écoute. À raconter. Bah écoute, on fera le bilan du plan de déploiement. Ouais, je pense on en reparlera. Ça sera important. Ouais. Et puis il va y avoir à la fin de l'année, j'espère, nos petites séries de reportages sur la. On va travailler avec vous. Ouais. Allez, c'est parti là. Ça y est, ouais. C'est cool. Hein. Ah bah oui. Content. Et puis comme ça, on fera un petit point et on en reparlera. Merci Maxime. Merci Geneviève. Merci.